Chapitre 6. Foutu pour foutu, comment des sentiments négatifs mènent à la tentation. Quand vous êtes déprimé, que faites-vous pour vous sentir mieux? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous vous tournez vers la promesse de récompense. D'après la Société américaine de psychologie, APA, les stratégies les plus utilisées pour gérer le stress sont celles qui activent le système de récompense du cerveau. Manger, boire, faire du shopping, regarder la télévision, naviguer sur le net et jouer à des jeux vidéo. Et pourquoi pas? La dopamine nous promet qu'on va se sentir bien. Il est donc assez naturel de se tourner vers le plus gros déclencheur de dopamine quand on veut se sentir mieux. La promesse de soulagement, en somme. Vouloir se sentir mieux est un mécanisme de survie sain, aussi ancré dans notre nature humaine que l'instinct de fuir le danger. Mais attention à ce vers quoi nous nous tournons pour trouver ce soulagement. Comme nous l'avons vu, la promesse de récompense ne signifie pas toujours que nous nous sentirons effectivement bien. La plupart du temps, ce vers quoi nous nous tournons pour trouver du réconfort se retourne contre nous. Le sondage national de l'APA sur le stress a révélé que les stratégies les plus utilisées étaient également jugées fortement inefficaces par ces mêmes personnes qui reconnaissaient les utiliser. Par exemple, seulement 16% des personnes qui mangent pour réduire leur stress rapportent que cela les aide effectivement. D'après une autre étude, les femmes ont tendance à manger du chocolat quand elles se sentent anxieuses ou déprimées. Mais le seul véritable changement d'humeur qu'elles éprouvent alors est une augmentation de leur sentiment de culpabilité. Certainement pas ce que la plupart d'entre nous recherchons lorsque nous nous tournons vers notre douceur préférée pour trouver du réconfort. Nous allons explorer les effets du stress, de l'anxiété et de la culpabilité sur le self-control, et nous verrons que le fait d'être dans ces états négatifs nous pousse à céder à la tentation de manière souvent surprenante. Les avertissements effrayants sur les paquets de cigarettes peuvent donner une terrible envie de fumer à un fumeur. Les crises économiques peuvent pousser à la dépense. Et les informations du soir peuvent vous faire grossir. Non, ce n'est pas logique, mais c'est complètement humain. Si nous voulons éviter de tels échecs de notre volonté à cause du stress, nous devrons trouver une façon de nous sentir mieux qui ne requiert pas de céder à la tentation. Il nous faudra aussi abandonner les stratégies de self-control, comme la culpabilité et l'autocritique qui ne font qu'empirer les choses. Pourquoi le stress nous fait vouloir tout et n'importe quoi? En fait, le cerveau est particulièrement vulnérable à la tentation quand nous éprouvons des sentiments négatifs. Les scientifiques ont imaginé toutes sortes de façons judicieuses de stresser leurs sujets de laboratoire et les résultats sont toujours les mêmes. Quand les fumeurs imaginent un rendez-vous chez le dentiste, ils ont une envie aberrante de fumer une cigarette. Quand les boulimiques apprennent qu'ils vont devoir parler en public, ils ont une envie de fondre sur des aliments riches en sucre et en graisse. Quand des rats de laboratoire reçoivent des décharges électriques imprévisibles, dans le corps, pas dans le système de récompense du cerveau, ils se ruent sur le sucre, l'alcool, l'héroïne ou toute récompense que les scientifiques ont mis à leur disposition dans leur cage. En dehors du laboratoire, le stress de la vie réelle augmente les risques de rechute chez les fumeurs, les alcooliques et les drogués en cure de désintoxication ainsi que les gens qui suivent un régime. Pourquoi le stress mène-t-il aux envies irrépressibles? Cela fait partie de la mission de sauvetage du cerveau. Nous avons vu précédemment comment le stress déclenche une réaction de lutte ou de fuite, une combinaison de changements dans le corps qui vous permet de vous défendre contre le danger. Mais votre cerveau n'est pas seulement motivé pour protéger votre vie. Il veut également protéger votre humeur. C'est pour cela qu'à chaque fois que vous êtes sous stress, votre cerveau va vous diriger vers tout ce qu'il juge susceptible de vous rendre heureux. Les neuroscientifiques ont montré que le stress, y compris les émotions négatives comme la colère, la tristesse, le doute de soi et l'anxiété, met le cerveau dans un état de recherche de récompense. Vous avez ainsi terriblement envie de la substance ou de l'activité que votre cerveau associe à la promesse de récompense. Et vous voilà convaincu que la récompense est la seule chose qui vous permettra d'aller mieux. Par exemple, lorsqu'un accro à la cocaïne se rappelle une dispute avec un membre de sa famille ou une critique d'un collègue, le système de récompense de son cerveau se met en marche et il éprouve une envie intense de cocaïne. Les hormones du stress libérées au cours d'une réaction de fuite ou de lutte augmentent également l'excitabilité de vos neurones à dopamine. Cela signifie que quand vous êtes sous stress, toute tentation à votre portée devient encore plus tentante. Ainsi, des chercheurs ont proposé un gâteau au chocolat à des participants, puis ils leur ont demandé de penser à leurs échecs personnels. Le but était de leur donner un sentiment désagréable et de comparer l'attrait du gâteau avant et après leur avoir fait éprouver ce sentiment désagréable. Chacun a trouvé le gâteau plus attirant après, mais même les gens qui avaient dit ne pas du tout aimer le gâteau au chocolat ont tout d'un coup pensé que cela leur ferait sans doute du bien d'en manger.
Quand on n'est pas sous stress, on sait peut-être que la nourriture ne peut pas vraiment nous faire aller mieux, mais cette clairvoyance semble s'évaporer quand nous sommes stressés et que le système de récompense du cerveau nous crie « Il y a un pot Ben & Jerry's au congélateur !» Le stress nous oriente dans la mauvaise direction, loin de la sagesse dont nous pouvons faire preuve quand nous avons les idées claires et vers nos instincts les moins utiles. C'est la puissance de l'enchaînement stress plus dopamine. Nous sommes attirés encore et encore par les stratégies d'adaptation qui ne marchent pas, mais que notre cerveau primitif continue à prendre pour la porte du bonheur. La promesse de récompense associée à la promesse de soulagement peut entraîner toutes sortes de comportements illogiques. Par exemple, selon un sondage économique, les femmes qui ont des soucis financiers dépensent pour gérer leur anxiété et leur dépression. Oui, vous avez bien lu, dépensent. Cela défie l'entendement. Elles aggravent leur situation financière, ce qui les abattra encore plus en fin de compte. Mais c'est parfaitement compréhensible pour un cerveau qui veut juste se sentir mieux dès maintenant. Si vous croyez dans une certaine mesure qu'acheter des choses vous fera vous sentir mieux, vous ferez les magasins pour soulager le stress lié à votre découvert bancaire. Pour apaiser leurs sentiments, les boulimiques qui ont honte de leur poids et de leur manque de retenue face à la nourriture se tournent vers quoi ? Quoi d'autre ? La nourriture. Les gens qui passent leur temps à repousser un projet le repousseront encore plus pour éviter d'avoir à y penser. Dans chacun de ces cas, le but de se sentir mieux l'emporte sur celui de se maîtriser. Sous le microscope. La promesse de soulagement. Vers quoi vous tournez-vous lorsque vous vous sentez stressé, anxieux ou déprimé ? Êtes-vous plus vulnérable à la tentation quand vous êtes contrarié ? Vous laissez-vous distraire ou repoussez-vous ce que vous avez à faire plus facilement ? Comment le fait d'éprouver un sentiment négatif affecte-t-il votre défi de volonté ? Expérience de volonté. Essayez une stratégie d'adaptation au stress qui marche. Si beaucoup de stratégies d'adaptation au stress les plus populaires ne fonctionnent pas, certaines marchent vraiment. D'après la Société américaine de psychologie, les stratégies d'adaptation au stress les plus efficaces sont les suivantes. Faire du sport ou une activité physique, prier ou assister à un service religieux, lire, écouter de la musique, passer du temps avec des amis ou en famille, se faire masser, aller se promener, méditer ou faire du yoga, pratiquer une activité créative. Les moins efficaces sont jouer à des jeux d'argent, faire du shopping, fumer, boire, manger, jouer à des jeux vidéo, naviguer sur internet et regarder la télévision ou un film pendant plus de 2 heures. Quelle est la principale différence entre ces deux types de stratégies ? Plutôt que de libérer de la dopamine et de compter sur la promesse d'une récompense, les vraies armes contre le stress stimulent les produits chimiques euphorisants comme la sérotonine et le GABA, ainsi que l'hormone dite du plaisir, à savoir l'ocytocine. Elles aident aussi à enrayer la réponse au stress du cerveau, à réduire les hormones du stress dans le corps et à déclencher la réaction de relaxation permettant la récupération. Parce qu'elles ne sont pas excitantes comme les déclencheurs de dopamine, nous avons tendance à sous-estimer à quel point ces stratégies nous feront du bien. Alors nous les oublions, non pas parce qu'elles ne fonctionnent pas, mais parce que lorsque nous sommes stressés, notre cerveau prévoit régulièrement mal ce qui va nous rendre heureux. Cela signifie que nous allons souvent nous dissuader de faire la chose qui nous ferait réellement du bien. La prochaine fois que vous vous sentez stressé et sur le point de recourir à la promesse de soulagement, envisagez plutôt d'essayer une stratégie plus efficace. Un peu d'aide pour se rappeler ce qui marche. Chaque fois qu'elle passait une mauvaise journée au travail, Denise, responsable de développement de projet dans une start-up, se rattrapait en s'offrant une bouteille de vin et un bon moment sur son site immobilier préféré. Clic après clic, elle passait en revue les innombrables options de salon, de cuisine et de jardin. Elle ne se limitait même pas à son propre quartier. Elle tapait aussi le nom de villes éloignées pour voir ce qui se vendait à Portland ou à Miami. Environ 1 heure après, elle se sentait plus hébétée que détendue. Pour ne pas dire un peu déprimée de constater la taille de sa propre maison et celle de son plan de travail qui, décidément, n'était pas en granit. Quelques années auparavant, quand Denise n'avait pas un poste aussi exigeant, elle avait aimé aller à un cours de yoga après le travail. Elle s'en trouvait détendue et ragaillardie. Elle savait que le yoga lui ferait plus de bien que son voyeurisme immobilier bien arrosé, mais chaque fois qu'elle envisageait d'aller à un cours, cela lui paraissait insurmontable. L'envie d'aller chez elle et de déboucher une bouteille était plus forte. Denise s'est engagée à faire le test d'aller au moins une fois faire du yoga. Quand elle y est allée, elle s'est sentie encore mieux que dans son souvenir, au point qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle s'était privée de ce plaisir pendant près de 3 ans. Sachant qu'elle risquait d'oublier à nouveau et de retomber dans sa vieille routine, elle a enregistré un mémo vocal sur son téléphone, un soir après le cours, décrivant comment elle se sentait bien après avoir fait du yoga.
Quand elle était tentée d'annuler son cours de yoga, elle écoutait son mémo pour se rappeler à quel point cela lui faisait du bien. Car elle savait qu'elle ne pouvait pas faire confiance à ses impulsions quand elle était stressée. Avez-vous un moyen de vous rappeler, quand vous êtes stressé, ce qui vous permet vraiment de vous sentir mieux? Quel encouragement pouvez-vous créer à votre intention tant que vous n'êtes pas stressé? Si tu manges ce cookie, les terroristes gagneront. Hier soir, j'ai fait l'erreur de regarder les informations à la télévision. Le journaliste a ouvert le journal sur un attentat terroriste à la bombe qui avait échoué aux États-Unis, suivi par une attaque de missiles à l'étranger et l'arrestation d'un jeune homme qui avait assassiné son ex-petit ami. Juste avant la pause publicité, le présentateur a promis de me dire « la chose étonnante que vous mangez tous les jours et qui pourrait vous donner le cancer ». Et puis il y a eu une publicité pour une voiture. Cela m'a toujours rendu perplexe. Pourquoi des entreprises choisissent-elles de faire de la publicité au milieu de programmes aussi déprimants? Veulent-elles vraiment que les spectateurs associent leurs produits avec les horreurs qu'on passe au journal du soir? Et qui aura envie d'aller faire les soldes d'un grand magasin après avoir entendu parler d'un meurtre abominable ou de la menace d'une attaque terroriste? Eh bien moi, peut-être. En fait, et vous aussi, en raison d'un phénomène psychologique appelé gestion de la terreur. D'après la théorie de la gestion de la terreur, les êtres humains sont naturellement terrifiés quand ils pensent à leur propre mort. C'est une menace qu'on peut essayer d'éviter mais à laquelle on n'échappera jamais. Chaque fois qu'on nous rappelle notre propre mortalité, c'est-à-dire toutes les 29 secondes environ aux informations du soir, cela déclenche une réaction de panique dans le cerveau. Nous n'en avons pas toujours conscience, l'anxiété peut être juste à fleur de peau, créant un sentiment flou d'inconfort sans que l'on sache pourquoi. Même quand nous n'en avons pas conscience, cette terreur crée un besoin immédiat de faire quelque chose pour contrecarrer notre sentiment d'impuissance. On a besoin de notre, entre guillemets, objet transitionnel, c'est-à-dire de n'importe quoi qui nous donne un sentiment de sécurité, de puissance ou de confort. Barack Obama s'était attiré bien des ennuis quand il a expliqué cela à une foule de San Francisco en 2008, en disant que dans les périodes troubles, les gens s'accrochent aux armes ou à la religion. La politique mise à part, la théorie de la gestion de la terreur peut nous apprendre beaucoup de choses sur les défaillances de notre propre volonté. Nous ne faisons pas que nous accrocher aux armes ou à Dieu quand nous avons peur. Beaucoup d'entre nous s'accrochent aussi à leur carte de crédit, aux petits gâteaux et aux cigarettes. Des études montrent que lorsqu'on nous rappelle notre mortalité, nous sommes plus vulnérables à toutes sortes de tentations, car nous cherchons espoir et sécurité dans les choses qui promettent récompense et soulagement. Par exemple, une étude a révélé qu'au supermarché, lorsqu'on demande aux clients de penser à leur propre mort, leur liste de courses s'allonge, ils ont envie de dépenser plus en aliments de confort et mangent plus de chocolat et de gâteaux. J'entrevois la stratégie commerciale maintenant. Les supermarchés invitent les entreprises de pompes funèbres locales à distribuer des dépliants là où on prend les caddies. Une autre étude a montré que lorsque les gens voient des reportages où il est question de mort, ils réagissent plus favorablement aux publicités pour des produits haut de gamme comme les voitures de luxe ou les montres Rolex. Ce n'est pas que nous pensons qu'une Rolex nous protégera d'une attaque de missile, mais c'est que ces produits renforcent notre image de nous-mêmes et nous donnent l'impression d'être puissants. Pour bien des gens, acheter des choses est une façon immédiate de se sentir plus optimiste et maître de la situation. C'est certainement une des raisons pour lesquelles les Américains ont été si prompts à réagir à la demande de George W. Bush après les attaques du 11 septembre 2001. Madame Bush et moi-même voulons encourager les Américains à sortir faire du shopping. Pas besoin d'avions qui se jettent dans des tours pour appuyer sur notre bouton de panique interne. À vrai dire, on n'a même pas besoin de vraies morts pour vouloir dépenser. Les drames au cinéma ou à la télévision peuvent avoir le même effet. Une étude a constaté qu'après avoir regardé une scène de mort tirée du film Le Champion tourné en 1979, qui a été qualifié de film le plus triste du monde, les gens se sont avérés prêts à payer 3 fois plus pour quelque chose dont ils n'avaient pas besoin et qu'ils regretteraient d'avoir acheté par la suite. Ce qu'il est important de remarquer, c'est que les participants à cette étude n'avaient pas conscience du fait que c'était ce film qui les avait influencés au point de vouloir payer cette somme. Quand on leur a proposé d'acheter une bouteille isotherme, ils ont simplement pensé qu'ils voulaient cette bouteille isotherme. Au contraire, les gens qui avaient regardé un documentaire du National Geographic sur la Grande Barrière de Corail n'ont pas été impressionnés par la dite bouteille et ne l'ont pas achetée. Aucun doute que c'est comme cela qu'on se retrouve avec la moitié des choses qui encombrent notre maison et alourdissent nos factures. Nous n'avons pas trop le moral, nous tombons sur quelque chose à acheter, et une petite voix dans notre tête, ou quelques neurones dopaminergiques nous dit « Achète !
C'est tout ce que tu as toujours voulu avoir sans jamais le savoir. Les stratégies de gestion de la terreur peuvent nous faire temporairement oublier notre inévitable fin, mais quand nous cédons à la tentation par besoin de réconfort, nous hâtons peut-être, par inadvertance, notre course vers la tombe. À titre d'exemple, les avertissements sur les paquets de cigarettes peuvent augmenter l'envie d'allumer une cigarette pour un fumeur. En 2009, une étude a révélé que les avertissements par rapport à la mort provoquent stress et peur chez les fumeurs. Exactement ce que les autorités sanitaires espéraient. Hélas, cette anxiété entraîne à son tour, chez ces gens-là, la stratégie par défaut qu'ils utilisent pour soulager leur stress. Ils fument. Oups. Ce n'est pas vraiment logique, mais cela se comprend quand on connaît la façon dont le stress influence le cerveau. Le stress stimule les envies irrépressibles et excite encore plus les neurones dopaminergiques qui vont saisir n'importe quelle tentation en vue. Pas de chance que le fumeur soit évidemment en train de regarder un paquet de cigarettes au moment où il lit l'avertissement. C'est pour cela que, alors même que le cerveau du fumeur convertit les mots « fumer tue » et se heurte à la conscience de sa propre mortalité, une autre zone de son cerveau commence à lui crier « Ne t'inquiète pas, fume une cigarette et tu te sentiras mieux ». Il y a une tendance générale à ajouter à ces messages des photos de plus en plus graphiques et choquantes de tumeurs et de cadavres. Cela peut être une bonne idée, ou peut-être pas. Selon la théorie de la gestion de la terreur, plus les images sont épouvantables, plus les fumeurs auront tendance à soulager leur anxiété en fumant. Cependant, ces images sont peut-être assez efficaces pour empêcher les gens de commencer à fumer, ou alors renforcer l'intention d'arrêter chez ceux qui fument. On attend toujours le verdict pour savoir si ces nouveaux avertissements réduiront le tabagisme, mais nous ne devrions pas perdre de vue la possibilité qu'ils aient des conséquences inattendues. Sous le microscope. Qu'est-ce qui vous terrifie ? Cette semaine, prêtez attention à ce qui pourrait déclencher des réactions de gestion de la terreur dans votre esprit. Qu'entendez-vous ou que voyez-vous dans les médias ou sur Internet ? Quelle nouvelle bactérie dévoreuse de chair fraîche va vous infecter dans l'aire de jeu d'à côté ? D'où viennent les abeilles tueuses cette fois-ci ? Quel immeuble a explosé ? Où s'est passé l'accident mortel ? Et qui a-t-on retrouvé mort chez lui ? Vous pouvez même repérer les produits pour lesquels on fait de la publicité entre deux tactiques pour vous effrayer. Ont-ils quoi que ce soit à voir avec vos défis de volonté ? Y a-t-il d'autres tactiques pour faire peur et d'autres signes d'avertissement auxquels vous êtes exposés qui puissent déclencher des envies irrépressibles par besoin de réconfort ? Parfois, notre gestion de la terreur peut nous amener non pas à céder à la tentation, mais à repousser ce qu'on a à faire. Parmi les tâches que nous repoussons le plus souvent, beaucoup ont à voir avec la conscience de notre mortalité. Prendre rendez-vous chez le médecin, acheter des médicaments et les prendre pour ce qu'on est censé les prendre. S'occuper de documents légaux comme d'un testament, mettre de l'argent de côté pour sa retraite, même jeter des choses que nous n'allons jamais réutiliser ou des vêtements dans lesquels nous ne pourrons jamais rentrer. S'il y a quelque chose que vous repoussez ou que vous oubliez régulièrement de faire, est-il possible que vous soyez en train d'essayer d'éviter de faire face à votre vulnérabilité ? Si c'est le cas, le simple fait de comprendre votre peur peut vous aider à faire un choix rationnel. Les motivations que nous comprenons sont toujours plus faciles à changer que les influences que nous ne pouvons pas voir. Une grignoteuse du soir fait un régime télé. Presque tous les soirs, Valérie avait la télévision allumée pendant 1 heure ou 2, en bruit de fond, pendant qu'elle faisait son ménage ou s'occupait de ce qu'il fallait préparer pour les activités de ses enfants le lendemain. En général, elle la laissait sur une chaîne d'information spécialisée dans les personnes disparues, les mystères non élucidés et les vraies histoires criminelles. Les histoires étaient fascinantes, et même si elle regrettait parfois d'avoir vu la photo d'une scène de crime particulière, elle n'arrivait pas à détourner le regard. Les histoires étaient fascinantes, et même si elle regrettait parfois d'avoir vu la photo d'une scène de crime particulière, elle n'arrivait pas à détourner le regard. Quand nous avons parlé de la théorie de la gestion de la terreur en classe, c'est la première fois qu'elle a réellement réfléchi aux effets que pouvait avoir sur elle le fait d'écouter autant d'histoires abominables jour après jour. Elle a commencé à se demander si ses envies irrépressibles de biscuits salés et sucrés, le soir, un de ses défis de volonté, pouvaient avoir quelque chose à voir avec les histoires de filles kidnappées et d'épouses assassinées. Valérie a commencé à prêter attention à ce qu'elle ressentait lorsqu'elle entendait ces histoires, tout particulièrement les tragédies concernant des enfants. La semaine suivante, en cours, elle s'est exclamée « C'est affreux, j'ai un nœud à l'estomac et pourtant je n'arrive pas à m'empêcher de regarder. J'ai l'impression qu'il faut que je regarde, mais ça n'a rien à voir avec moi. Je ne sais pas pourquoi je m'impose ça. » Elle a décidé de couper la chaîne tragique et de trouver quelque chose de moins stressant à mettre comme bruit de fond. De la musique, des podcasts ou des rediffusions de sitcoms. En 1 semaine, c'était comme si un gros nuage noir s'était détaché de son humeur en fin de soirée.
Mieux encore, quand elle est passée de cette chaîne tragique à des divertissements plus légers, elle s'est rendue compte qu'elle ne finissait plus du tout le paquet de fruits secs que les enfants devaient emporter en classe le lendemain. Faites une pause de 24 heures par rapport aux informations télévisées, aux émissions de radio, aux magazines et aux sites internet qui tirent profit de votre peur. Si votre monde ne s'écroule pas parce que vous ne suivez pas le développement de chaque crise privée ou mondiale, et en l'occurrence il ne s'écroulera pas, envisagez de réduire votre consommation machinale de ces médias. L'effet foutu pour foutu, pourquoi la culpabilité ne marche pas. Avant de commander une Guinness au barman, un homme de 40 ans sort son palme et note « Première bière, 21h04 ». Son intention de boire ? 2 bières maximum. À quelques kilomètres de là, une jeune femme arrive dans une résidence étudiante. 10 minutes plus tard, elle inscrit dans son palme un shot de vodka. La fête ne faisait que commencer. Ces buveurs participaient à une étude menée par des psychologues et des chercheurs spécialisés dans l'addiction de l'université de New York et celle de Pittsburgh en Pennsylvanie. En tout, 144 adultes de 18 à 50 ans à qui l'on avait donné un ordinateur de poche pour qu'ils fassent le suivi de leur consommation d'alcool. Chaque matin à 8 heures, les participants se connectaient aussi pour relater comment ils se sentaient par rapport à ce qu'ils avaient bu la veille. Les chercheurs voulaient savoir ce qui se passait quand les buveurs consommaient plus d'alcool que ce qu'ils avaient eu l'intention de boire initialement. Comme on pouvait s'y attendre, les gens qui avaient trop bu la veille au soir se sentaient pire le lendemain. Maux de tête, nausées, fatigue. Mais ce n'était pas que les effets de la gueule de bois du lendemain qui assombrissaient leur humeur. Beaucoup se sentaient coupables et avaient honte. C'est là que les choses sont troublantes. Plus une personne se sentait mal d'avoir bu la nuit précédente, plus elle buvait la nuit suivante et celle d'après. La culpabilité les ramenait à la bouteille. Et voilà l'une des plus grandes menaces à volonté de par le monde. L'effet foutu pour foutu. D'abord décrit par les chercheurs Janet Polivy et C. Peter Ehrman, spécialisés dans les régimes alimentaires, cette expression dépeint un cycle où l'on cède à la tentation, puis on regrette, puis on craque encore plus. Ces chercheurs ont remarqué que beaucoup de personnes au régime étaient parfois tellement contrariées d'y avoir fait une entorse, une part de pizza, un morceau de gâteau, qu'elles avaient l'impression que tout leur régime était fichu. Au lieu de minimiser l'impact négatif en ne reprenant pas une deuxième part, elles disaient « Tant pis, de toute façon, c'est foutu pour mon régime. Alors foutu pour foutu, autant que je mange tout le truc. » Et ce n'est pas simplement le fait de manger ce qu'il ne faudrait pas qui déclenche cet effet vicieux. Le fait de manger plus que d'autres gens peut créer ce même sentiment de culpabilité et pousser la personne à manger encore plus, ou à se goinfrer plus tard, dans l'intimité. Tout revers peut entraîner la même spirale infernale. Au cours d'une étude sans pitié, Polivy et Herman ont truqué une balance pour faire croire aux participants qu'ils avaient pris 3 kilos. Ceux-ci se sont sentis déprimés, coupables et déçus vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais au lieu de décider de perdre ce poids, ils se sont vite tournés vers la nourriture pour apaiser ces sentiments. Les personnes au régime ne sont pas les seules à être sujettes à l'effet foutu pour foutu. Ce cycle peut avoir lieu pour n'importe quel défi de volonté. Il a été observé chez des fumeurs qui essayaient d'arrêter de fumer, chez des alcooliques qui tentaient de rester sobres, chez des gens qui faisaient du shopping en essayant de rester dans les limites d'un budget, et même chez des pédophiles essayant de contrôler leur impulsion sexuelle. Quel que soit le défi de volonté, le schéma est toujours le même. Craquer vous fait vous sentir mal vis-à-vis de vous-même, ce qui vous motive à faire quelque chose qui vous fera vous sentir mieux. Et quelle est la stratégie la plus facile et la plus rapide pour vous sentir mieux ? Souvent la chose qui précisément vous fait vous sentir mal. C'est comme cela qu'on se retrouve à chercher les dernières miettes de chips au fond d'un sachet vide et graisseux, alors qu'on s'était simplement accordé quelques chips au départ. C'est comme cela qu'on se retrouve dans la spirale de miser et jouer toujours plus au casino parce qu'on a perdu 100$. Vous vous dites, j'ai déjà fait une entorse à mon régime, mon budget, ma sobriété, mes résolutions, alors tant pis. Foutu pour foutu, autant que j'en profite un bon coup. Il est important de noter que ce n'est pas le fait de céder à la tentation la première fois qui garantit une rechute plus importante. Ce sont les sentiments de honte, de culpabilité, de perte de contrôle et de perte de l'espoir qui suivent la première entorse. Une fois que vous êtes pris dans l'engrenage du cycle, c'est comme s'il n'y avait pas d'issue et que vous ne pouviez que continuer. Cela entraîne des échecs de la volonté encore plus importants, ce qui vous dépite encore plus car vous vous réprimandez encore pour avoir encore craqué. Mais ce vers quoi vous vous tournez pour vous réconforter ne peut pas briser ce cycle, puisque cela ne fait que générer plus de sentiments de culpabilité. Sous le microscope. Quand vous essuyez des revers. Cette semaine, prêtez particulièrement attention à la façon dont vous gérez tout échec de votre volonté.
Vous critiquez-vous en vous disant que vous ne changerez jamais? Avez-vous le sentiment que ce revers révèle ce qui ne va pas avec vous, que vous êtes paresseux, stupide, glouton ou incompétent? Vous sentez-vous nul, coupable, honteux, en colère ou accablé? Utilisez-vous ce revers pour recourir finalement encore plus à votre petit plaisir?